Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le principe de la poussée d'Archimède. Je vais vous parler du débit volumique d'un fluide et des conséquences de sa conservation. Enfin, je vais vous présenter la relation de Bernoulli, vous expliquer sa signification et vous présenter ses conséquences, notamment dans le cas de ce qu'on appelle l'effet Venturi. On commence donc avec l'origine de la poussée d'Archimède. On considère ici un objet, donc un cube blanc, immergé dans un fluide. Cet objet a deux faces, supérieure et inférieure, qui sont repérées par des altitudes ZA et ZB. D'après la loi fondamentale de la statique des fluides que vous n'avez pas à connaître, on peut exprimer PA en fonction de PB. Et puisque ZB est inférieur à ZA, on comprend que le terme ici est négatif, et donc que globalement, la pression PA sur la partie supérieure de l'objet immergé est inférieure à la pression PB. De façon générale, sans passer par cette loi, retenez simplement que quand on immerge un objet, la partie supérieure est toujours soumise à une pression qui sera plus faible que la partie inférieure. Maintenant, on se rappelle de l'expression de la force pressante, c'est-à-dire la force qui va s'exercer sur une surface d'un corps immergé. La force pressante s'écrit sous la forme F égale P, la pression, fois S, la surface. On s'intéresse ici plus précisément aux surfaces, et donc à la surface de la partie supérieure et de la partie inférieure, ce sont deux surfaces égales, et aussi aux surfaces des côtés latéraux, donc on a ici deux côtés latéraux qui ont exactement aussi la même surface. On reprend le cube maintenant et on s'intéresse à nos faces latérales, repérées par une altitude quelconque Z. Pour ces deux faces qui ont la même surface, on va avoir la même altitude, donc la même pression. On va avoir la même surface, donc d'après l'expression de la force pressante, on aura la même force qui va s'exercer sur ces faces latérales pour une même altitude. On va représenter les deux forces pressantes sous forme de flèches. Ces flèches ont forcément la même taille. Maintenant, si on s'intéresse aux faces supérieures et inférieures, on se rappelle que pour la face supérieure, la pression PA est inférieure à PB. Pour la face supérieure comme pour la face inférieure, on a la même surface. On pourra donc dire, pour la face supérieure, que FA, la force pressante qui s'exerce sur cette face supérieure, FA est inférieure à FB. Et évidemment, dans l'autre sens, puisque PB est supérieur à PA, avec la même surface pour la face supérieure et inférieure, FB est supérieur à FA. Quand on représente ces deux forces, on va donc avoir deux forces verticales, mais évidemment la force qui pousse vers le bas est plus petite que la force qui remonte vers le haut. Quand on fait la résultante de ces forces, les deux forces latérales s'annulent. Par contre, les forces verticales vont se composer et la composante de ces deux forces va donner une force verticale vers le haut, c'est la poussée d'Archimède. Alors concernant l'origine de la poussée d'Archimède, voilà ce que vous devez pouvoir dire. La poussée d'Archimède est la somme des forces pressantes exercées par le fluide sur la partie immergée du corps. Et elle est due à la différence de pression entre les parties inférieures et supérieures du corps immergé. Expression vectorielle de la poussée d'Archimède. On va considérer à nouveau le corps qu'on va immerger. Ce corps a plusieurs caractéristiques. Il a une masse petit m, un volume V et une masse volumique qu'on va noter ρ corps. Je vous rappelle que la masse petit m peut s'écrire aussi sous la forme ρ corps fois V. Ce corps qui a une masse m est placé dans le champ de pesanteur. Il va donc avoir un poids. Et ce poids est donné par m fois g, c'est-à-dire aussi P égale ρ corps fois V fois g. Vous retenez bien l'expression vectorielle du poids du corps. Ce corps maintenant va être immergé dans un fluide. Automatiquement, il va subir la poussée d'Archimède qui est toujours une force verticale dirigée vers le haut. Il faut bien retenir la définition de la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède est égale à l'opposé du poids du fluide déplacé. Ici, on a un fluide qui a une masse volumique ρ fluide. Et dans ce fluide, on va placer un corps dont on va immerger une certaine partie. Dans mon exemple, j'ai choisi de placer tout le corps. Des fois, c'est seulement une partie du corps qui est immergée. Quoi qu'il en soit, le volume immergé se note Vim. Il faut retenir que le volume immergé du corps va prendre la place du fluide. Et donc, on va avoir un certain volume de fluide qui va être déplacé. Le volume de fluide, très simplement, est égal, bien sûr, au volume du corps immergé. Donc le volume de fluide déplacé est égal à V immergé. Maintenant, la masse de ce fluide déplacé est tout simplement égale à ρ fluide, la masse volumique du fluide, fois le volume immergé. Et bien sûr,
On peut calculer le poids du fluide déplacé en faisant tout simplement poids du fluide égale m fluide fois g. On revient sur la définition de la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède est égale à l'opposé du poids du fluide déplacé. On va donc écrire que Fp, la poussée d'Archimède, est égale à moins P fluide, c'est-à-dire Fp égale moins m fluide fois g, ou encore Fp égale moins ρ fluide fois V immergé fois g. Ceci est l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède. Les unités sont newton pour la force, kg par mètre cube pour la masse volumique, mètre cube pour le volume, et newton par kilogramme pour le champ de pesanteur. Alors voici une application, si vous voulez vous pouvez bloquer la vidéo pour prendre le temps de répondre, et ensuite je vous donne la réponse. Voici la réponse. L'expression du poids, l'expression vectorielle du poids, s'écrit vecteur P égale V corps fois ρ corps fois le vecteur G. L'expression vectorielle de la poussée d'Archimède s'écrit Fp égale moins V immergé fois ρ fluide fois G. Quand on représente les vecteurs P et F, on va partir du centre de gravité de l'objet en plein centre du corps. Pour la force P, on va partir bien sûr de G, on aura un vecteur qui sera dirigé verticalement vers le bas, et pour la poussée d'Archimède, on aura un vecteur qui part de G et qui est dirigé verticalement vers le haut. Une remarque importante, si Fp, la poussée d'Archimède, et P ont la même valeur. Vous remarquez que j'ai écrit Fp égale P sans les flèches, là je parle de valeur. Si les deux valeurs de ces forces sont égales, les deux vecteurs force sont rigoureusement opposés, les deux vecteurs force vont s'annuler, le corps est immobile. Si par contre, la poussée d'Archimède a une valeur plus faible que le poids, le corps va couler. Si la poussée d'Archimède a une valeur supérieure au poids, le corps immergé va remonter vers le haut. Conservation du débit volumique. Petit 1, régime permanent indépendant du temps. On dit aussi régime permanent stationnaire. Alors, on dit que un fluide s'écoule en régime permanent indépendant du temps ou en régime stationnaire si la valeur de sa vitesse en n'importe quel point est indépendante du temps. Pour illustrer cette définition, j'ai dessiné un tuyau dans lequel un fluide va s'écouler. Je prends 3 points A, B, C situés à peu près n'importe où dans ce tuyau et le fluide va s'écouler. Quand il s'écoulera, on comprend que puisque A, B, C sont à des positions différentes, le fluide va atteindre A, B et C à des dates différentes. Quand le fluide s'écoule, si on réalise que en ces différents points, on observe la même vitesse d'écoulement, ici j'ai pris par exemple 1,2 m par seconde, eh bien je peux dire que le fluide s'écoule en régime permanent indépendant du temps. C'est un terme que vous devez pouvoir reconnaître. Petit 2, débit volumique. Alors on va considérer une portion de tuyau dans laquelle un fluide va s'écouler et on va représenter une sorte de frontière sous forme d'un cercle en pointillé qu'on appellera une section. Au travers de cette section, on va avoir un certain volume V de fluide qui s'écoule. On dit que, en régime permanent stationnaire, quand un volume V s'écoule au travers d'une section pendant une durée ΔT, le débit volumique dV est donné par dV égale V le volume divisé par ΔT la durée d'observation. V s'exprime en mètres cubes, ΔT en secondes, et le débit volumique en mètres cubes par seconde. Alors, cette expression du débit volumique peut se modifier. On va noter petit l, la distance parcourue par le fluide pendant la durée ΔT d'observation. On va s'intéresser aussi à la surface de ce fluide. Et vous savez que quand on connaît la surface du fluide, la longueur du fluide, quand on regarde cette forme géométrique, on a automatiquement son volume qui est donné par V égale S fois L. Dans l'expression de dV, on peut donc remplacer le volume par S fois L. dV égale S fois L sur ΔT. Et dans cette expression, L divisé par ΔT, une longueur divisée par une durée, c'est tout simplement une vitesse. La vitesse d'écoulement du fluide. On va donc pouvoir exprimer le débit volumique en fonction de cette vitesse d'écoulement dans la relation dV égale surface du fluide fois vitesse d'écoulement. La surface est en mètres carrés, la vitesse en mètres par seconde et le débit volumique en mètres cubes par seconde. Petit 3. Conservation du débit volumique dans le cas d'un fluide incompressible, par exemple l'eau. Lors d'un écoulement en régime permanent stationnaire, le débit volumique d'un fluide incompressible ne varie pas, il se conserve. On peut écrire que ce débit volumique est égal à une constante. Ça veut dire simplement que dans un tuyau, quand on va faire entrer d'un côté un fluide incompressible, ce fluide forcément va ressortir. Mais au cours de son parcours, ce fluide va garder un débit constant.
Donc on aura ici, quelle que soit la position sur le tuyau, un débit volumique par exemple ici de 0,7 m3 par seconde. Mais que se passe-t-il quand il y a conservation du débit volumique et qu'on associe deux tuyaux, deux sections différentes? On sait que dans le cas d'un fluide incompressible, le débit volumique est égal à une constante. On sait aussi que ce débit volumique est égal à la surface du fluide, la section du tuyau, fois la vitesse d'écoulement de ce fluide. Au travers de cette section, il va s'écouler donc un débit volumique dV1. Mais comme le débit volumique se conserve, au travers de cette section, on aura aussi dV1. Pour la grande surface, on pourra écrire que dV1 est égal à S1, la surface S1, fois la vitesse d'écoulement V1. Pour la petite surface, on écrira que dV1 est égal à cette petite surface S2 fois la vitesse d'écoulement V2. dV1 est égal à S1 fois V1, mais c'est aussi égal à S2 fois V2. Or, S1, la surface S1, est supérieure à la surface S2. Pour que l'égalité précédente soit conservée, on a forcément V2 supérieur à V1. Et donc on peut retenir que quand la surface du fluide, ou quand la section du tuyau diminue, la vitesse d'écoulement augmente. On va avoir ici V1 inférieur à V2. Une application que vous connaissez tous, avec un tuyau d'arrosage pour arroser plus loin, il suffit de boucher une partie de la sortie avec le doigt, on réduit la section du tuyau, on augmente la vitesse d'écoulement du fluide, et on arrose plus loin. Alors voici une nouvelle application, je vous laisse regarder le texte, bloquer la vidéo pour répondre, et ensuite je vous donne la réponse. Voici la réponse. Alors, je m'intéresse d'abord à la plus grande surface que je vais comparer à la surface qui est juste en dessous. Je compare ici la surface 3 avec la surface 1 et je vais écrire S3 supérieur à S1. La première surface est juste supérieure à la surface numéro 4, donc je peux écrire que S1 est supérieur à S4. Enfin, cette quatrième surface est supérieure à la deuxième, je peux écrire que S4 est supérieur à S2. Maintenant, je me rappelle que dans le cas de la conservation du débit volumique, dV est égal à S3V3 égale S1V1 égale S4V4 égale S2V2. Mais pour que ces égalités soient vraies, il va falloir avoir un ordre de comparaison particulier pour les volumes. Alors, tout simplement, regardez, j'ai réécrit les volumes exactement dans le même ordre que les surfaces, et pour que ces égalités soient vraies, il faut simplement inverser l'ordre de comparaison. Je peux maintenant classer mes différentes vitesses, et les représenter sous forme de vecteurs. Alors, de façon très simple, pour la plus grande surface, on va représenter le plus petit vecteur vitesse. On va ensuite aller chercher la surface suivante et on va représenter un vecteur vitesse un peu plus grand. On va ensuite prendre la surface suivante, on aura un vecteur vitesse encore plus grand. Et enfin, pour la plus petite surface des quatre, le vecteur vitesse sera le plus grand. Évidemment, ici, on ne respecte pas d'échelle puisqu'on n'a pas de valeur particulière. Relation de Bernoulli. Dans la relation de Bernoulli, on s'intéresse à l'écoulement d'un fluide dans un milieu particulier qui est caractérisé par la différence notamment entre la section des deux tuyaux ici et aussi à la différence d'altitude. On va plus précisément s'intéresser à ce qu'on appelle une ligne de courant. Cette ligne de courant sera suivie par le fluide et sur cette ligne de courant, on va placer un point A et un point B. Le point A et le point B ont des altitudes différentes repérées par ZA et ZB. Au point A, il y a une pression du liquide ou du fluide PA, et au point B, une pression PB. Au point A, le fluide aura une vitesse de déplacement VA, et au point B, une vitesse de déplacement VB. Entre parenthèses, puisque B est dans le tuyau qui a une section la moins large, la plus petite surface du fluide, vous savez maintenant que la vitesse VB est forcément supérieure à la vitesse VA. La relation de Bernoulli nous dit que, en tout point de la ligne de courant, pour un fluide incompressible en régime permanent stationnaire, on a 1/2 de ρ, c'est-à-dire la masse volumique du fluide, fois la vitesse au carré, plus ρ fois g fois l'altitude du point, plus P, la pression en ce point, égale constante. Alors, rassurez-vous, cette expression est toujours donnée et son exploitation n'est pas si compliquée que ça en a l'air. Démonstration. La relation de Bernoulli va nous permettre de relier PA, ZA, VA avec PB, ZB et VB. On retient que cette expression est constante. Ça veut dire tout simplement que si on se place au point A, on va pouvoir écrire que 1/2 de ρA fois VA au carré plus ρ fois G fois ZA plus PA égale constante. Égale constante, ça veut dire que si on se place au point B, on peut réécrire égale
1 demi de ρ fois VB carré plus ρ fois G fois ZB plus PB. Avec la relation de Bernoulli, on est donc capable de relier PA, ZA, VA, PB, ZB, VB. Voici maintenant une application concrète de cette relation. Je vous laisse bloquer la vidéo, je vous laisse prendre le temps de répondre, et ensuite je vous donne la correction. Voici la réponse. En utilisant la relation de Bernoulli dans ce cas, on a 1 demi de ρ VA carré plus ρ GZA plus PA égale 1 demi de ρ VB carré plus ρ GZB plus PB. Quand on regarde le dessin, on se rend compte que A et B sont à la même altitude, et donc on va pouvoir supprimer les termes en ZA et ZB dans l'expression précédente. On veut exprimer PB en fonction des autres termes, donc on va faire passer de l'autre côté du signe égal 1 demi de ρ fois VB carré, et on va factoriser. On obtient l'expression de PB suivante, PB égale PA plus 1 demi de ρ fois VA carré moins VB carré. On se rappelle que en B, la vitesse est supérieure, VB est supérieur à VA. On va donc avoir ici le terme VA carré moins VB carré qui est un terme négatif. Et donc dans l'expression de PB, on comprend que PB est donc inférieur à PA. On a ici un résultat intéressant. Quand le fluide accélère, quand VB est supérieur à VA, sa pression diminue, PB est inférieur à PA, c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Voici une application concrète de ce principe. Quand une Formule 1 se déplace, elle rencontre devant elle une masse d'air. Une partie de cette masse d'air va passer au-dessus, une partie de cette masse d'air va passer en dessous, entre la voiture et le sol. Le dessous d'une Formule 1 est construit de telle manière que le flux d'air accélère sous la voiture par rapport au flux d'air qui est au-dessus de la voiture. Tout ça, c'est dû au principe de conservation du débit volumique, et on utilise ce type de formule pour le démontrer. Au-dessus de la voiture, on a une vitesse particulière pour l'air. En dessous de la voiture, on a une vitesse plus grande. À partir de là, en exploitant la relation de Bernoulli, il est facile de montrer, comme on vient de le faire, que la pression sous la voiture est plus faible qu'au-dessus. Si la pression sous la voiture est plus faible, on va avoir une force pressante qui vient du haut, qui sera forcément plus grande que la force pressante qui vient du bas. Et donc quand on regarde ces deux forces, la composante des deux va aboutir à une force qui va écraser la voiture vers le sol. En fait, plus la voiture va aller vite, plus elle sera collée à la route. C'est ce qui permet aux Formule 1 de prendre des virages à des vitesses très rapides tout en restant sur la route. Voilà, vous avez compris ? Eh bien c'est terminé, alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.